La fondation est la partie d'un ouvrage en contact avec le sol auquel sont transmises les charges de la structure. Ces charges peuvent être des charges verticales, poids propre, charges d'utilisation, ou bien des charges horizontales, le vent, le séisme, ou bien des charges obliques, la poussée des terres. Le rôle d'une fondation est de reprendre les charges dans la structure et de transmettre ces charges au sol dans de bonnes conditions, en assurant la stabilité de l'ouvrage. On distingue deux types de fondations, les fondations superficielles et les fondations profondes. Lorsque la couche de terrain capable de supporter la charge de l'ouvrage se trouve à une faible profondeur, on utilise des fondations superficielles. Par contre, quand la couche de terrain capable de supporter l'ouvrage se trouve à une grande profondeur, on utilise des fondations profondes. Il est à noter que pour les fondations superficielles, la transmission des charges entre la semelle et le sol se fait de façon directe. Par contre, dans les fondations profondes, la transmission des charges se fait par l'intermédiaire d'organes, à savoir les piliers ou bien les pieux. Pour les fondations superficielles, on peut constater la semelle ponctuelle, semelle isolée, ou bien semelle linéaire, semelle filante. On distingue deux types, semelle sous mur ou bien semelle sous fil de poteau. Troisièmement, la semelle surfacique, le radier. Afin de comparer l'influence du type de la fondation sur la condition de résistance, considérons S1 la surface de la semelle ponctuelle, S2 la surface de la semelle linéaire, S3 la surface de la semelle surfacique. Donc nous avons S1 est inférieur à S2 et S2 est inférieur à S3. Pour un effort normal, l'expression de l'effort est donnée par F sur S, la force sur la surface. Par conséquent, on va trouver que sigma 1 est supérieur à sigma 2 et supérieur à sigma 3. Donc, en changeant le type de la semelle à partir de la semelle isolée vers la semelle surfacique, on a la probabilité de vérification de la condition de la résistance est plus grande. Exemple des semelles les plus utilisées, la semelle sous forme pyramide, la semelle à patins simple. Ça peut être de section carrée, rectangulaire ou bien circulaire. Semelle jumelée à charge égale ou bien semelle jumelée à charge différente. Il existe également la semelle excentrée, utilisée lorsque on est limité par la propriété d'un voisin. Elle présente un problème de renversement. De ce fait, elle doit être reliée à une autre semelle par l'intermédiaire d'une poutre de redressement. Le problème de poissonnement, afin d'illustrer ce problème, considérons l'exemple simple suivant. Donc vous avez une main, quand elle est soumise à l'effort d'une brosse, il n'y a pas de problème étant donné que la brosse est une charge uniformément répartie. Par contre, si cette main elle est soumise à un effort d'un stylo, étant donné que la charge elle est concentrée, on va voir un problème de poissonnement. Afin d'éviter ce problème, on doit élargir la surface de contact. 。
Pour la fondation profonde, on distingue deux types de fondations. La fondation profonde sur puits et la fondation profonde sur pieux. Le point commun entre ces deux fondations, c'est que la transmission des charges se fait à l'intermédiaire d'un organe. Donc vous avez le pilier pour le cas de fondation sur puits et les pieux pour le cas des fondations sur pieux. La différence, c'est que la première est utilisée quand la couche de terrain capable de supporter l'ouvrage se trouve à une faible profondeur. Par contre, la deuxième, elle est utilisée lorsque la couche de terrain capable de supporter l'ouvrage se trouve à une grande profondeur. Pour une semelle profonde sur puits, au lieu de transmettre les charges vers un mauvais sol, à l'aide d'un pilier, on transmet ces charges vers la couche capable de supporter l'ouvrage. Là, on note qu'on a élargi la surface de contact entre le pilier et le terrain afin de diminuer la contrainte appliquée. Pour le cas de semelle profonde sur pieux, toujours au lieu de transmettre les charges vers le mauvais sol, à l'intermédiaire de pieux, on transmet ces charges vers le bon sol. Nature des pieux, on trouve les pieux métalliques en béton armé, les pieux en béton précontraint et les pieux en bois. La réalisation des pieux peut se faire à l'aide du battage, donc les pieux battus, ce sont des pieux préfabriqués. On introduit ces pieux dans le sol à l'aide du battage. Deuxièmement, les pieux forés, qui passent généralement par les étapes suivantes. Donc vous avez le forage, la pose d'armature, coulage du béton et enfin le pieux fini. Le mode de fonctionnement du pieux, on distingue trois modes. Effet de contact, donc c'est la pose des pieux sur la couche dure du sol. Le frottement entre les pieux et le sol qui va diminuer et freiner la contrainte appliquée. Et enfin, le mode mixte qui regroupe le mode 1 et le mode 2. Donc, afin d'éviter le problème de gel du béton, une profondeur minimale des fondations est exigée. Exemple, si vous avez une température de l'ordre de moins 5 degrés, au moins une profondeur de 50 cm est demandée. Lorsque vous avez une construction en pente, la pente entre les deux semelles ne doit pas dépasser le rapport 2/3. On distingue deux types de tassement. Le tassement total, qui se fait d'une façon uniforme sur la base de l'ouvrage et qui ne présente pas de problème pour la structure. Deuxièmement, le tassement différentiel, qui se fait d'une façon différente sur la base de l'ouvrage et qui présente des problèmes pour la structure. On peut résumer les causes du tassement différentiel comme suit. Ouvrage sous charge différente, nature du sol différente, ouvrage réalisé dans des époques différentes, l'utilisation
d'un système de fondation différent, une différence entre les épaisseurs dans un remblai, et enfin le non-respect de la règle 2/3. Le joint de dilatation est demandé afin d'éviter le problème de dilatation des éléments. Ce type de joint ne coupe pas la semelle. Un joint de rupture est exigé lorsqu'il y a une différence de comportement vertical dans l'ouvrage. Ce joint doit couper la semelle. Exemple d'utilisation, lorsque on a une différence de poids entre deux ouvrages. Là, on doit prévoir un joint de rupture afin d'éviter le tassement différentiel. Il est à noter qu'un joint de rupture, c'est un joint de dilatation, mais un joint de dilatation n'est pas un joint de rupture. C'est-à-dire, un joint de rupture, il peut jouer le rôle d'un joint de dilatation, mais un joint de dilatation ne peut pas jouer le rôle d'un joint de rupture.